Loi anti-fake news. Je vous en reparle et je pense que cet été il faudra en reparler régulièrement puisque le gouvernement a prévu de voter tout un panel de lois liberticides cet été pendant que tout le monde sera en vacances. Donc là je vous propose deux extraits, l'un qui vient de ERTV, l'autre du Point. Loi anti-fake news. Les juristes tirent la sonnette d'alarme. Donc le premier extrait c'est ERTV. Cette loi hypocrite sous le prétexte de lutter contre les fausses informations, alors que la classe politique est de tous les temps la plus grosse pourvoyeuse de mensonges, mensonges directs ou mensonges par omission, au monde est une usine à gaz. Le pouvoir profond et ses larbins de l'exécutif tentent de contrôler l'information issue d'Internet en passant par ce biais législatif et juridique. Manque de peau, des hommes politiques lucides, des juristes honnêtes et des journalistes authentiques pointent du doigt l'ingénierie lourdingue et élèvent la voix. Ce n'est évidemment pas pour soutenir les médias russes sous le feu gouvernemental, à savoir Sputnik et Russia Today, et encore moins ERTV, mais ils sentent bien qu'un basculement est en cours. Une fois que l'andouille utile Nissen aura fait passer sa loi scélérate en force, n'importe quel agent de la propagande du pouvoir profond pourra se débarrasser d'une source d'information contrariante et de son support en moins de 48 heures. Bref, d'un média anti-oligarchique. La censure est l'arme de la dictature, et c'est à cela qu'on la reconnaît. Difficile dans un pays dit avancé d'imaginer l'avancée en douce d'une dictature, pourtant c'est la réalité en France aujourd'hui. Ceux qui nous gouvernent et leurs maîtres ne veulent pas qu'on découvre leur collusion. En clair, la corruption de notre classe dirigeante au profit d'États étrangers ou d'intérêts non nationaux. Fin de l'extrait, maintenant on passe à l'extrait du Point. Nouvelle friction en vue à l'Assemblée nationale, où les débats sur les deux propositions de loi contre la manipulation de l'information ont repris mardi 3 juillet 2018. Face au tollé provoqué par ces textes, les parlementaires ont dû reporter l'examen des quelques 210 amendements, 210 changements, restant au mois de juillet, comptant sur la quiétude estivale pour y mettre un point final. Donc comme l'opinion publique s'est soulevée, le gouvernement a dû faire machine arrière. C'est partout dans le monde comme ça. Mais rien n'est moins sûr, car les opposants, et ils sont nombreux, continueront d'incriminer ce projet qu'ils jugent inefficace et liberticide. Liberticide, c'est-à-dire qu'on tue la liberté. Pourtant, son objectif est louable. Il s'agit de garantir une information juste et loyale des citoyens pendant les élections, comme si les citoyens ne pouvaient pas déduire d'eux-mêmes ce qui a l'air d'être une information juste ou pas. Je cite, « Ce sont les campagnes orchestrées de désinformation qui sont ici visées », a précisé le ministre de la Culture Françoise Nyssen lors des débats parlementaires. Ainsi, le texte prévoit qu'un candidat ou un parti pourra saisir le juge des référés jusqu'à 3 mois avant une élection générale pour faire cesser la diffusion massive d'une information contrefaite susceptible de, je cite, « altérer la sincérité du scrutin ». Problème, cela conduit à créer un régime de censure a priori de l'information dont les nuisances sont déjà sanctionnées par de nombreux textes. Mais à quoi bon une nouvelle loi dont l'efficacité semble douteuse? Je cite, « L'impact des fausses informations sur des opinions publiques particulièrement perméables aux visions du monde, complotistes, est alarmant selon le gouvernement, tout particulièrement auprès de la jeunesse. Mais leurs conséquences sur les résultats des récentes élections n'est pas décisif. Même quand la fausseté est prouvée, l'impact argumentatif ne diminue pas, le mal est déjà fait. Observe les auteurs d'un avis du comité d'éthique du CNRS en date du 12 avril 2018. Donc là, c'est vraiment le gouvernement qui a demandé à son institut de sondage, institut de recherche dépendant, de lui pondre une information. Liberté d'expression. Or, le projet gouvernemental ne s'attaque aux fake news qu'à l'approche des scrutins. Et pour cause. Si cette obligation devait s'appliquer en permanence, nous nous exposerions à la censure du Conseil constitutionnel, voire de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc il y a vraiment un ministère de la vérité qui est en train de se mettre en place. Entendez, il n'est pas question de porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression, selon Françoise Nyssen, au risque de se faire retoquer par les sages, mais ce n'est pas gagné. La position des promoteurs du texte est paradoxale. On pourrait très bien considérer au contraire que la période électorale est celle où la liberté d'expression doit être la plus grande, avance maître Le Guenec. On ne peut pas bouter les mensonges hors du débat public.
Comme tous les textes qui restreignent la liberté d'expression, celui-ci s'expose à un risque de censure du Conseil constitutionnel. » Fin de citation. D'autant qu'un autre danger guette ce pilier de la démocratie, la définition, pourtant déjà débattue et modifiée, de la fausse information, de la fake news. Il s'agit de toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeuse. Mais qui va arriver à juger du fait que c'est inexact ? Des fois, il faut que l'information tourne pour qu'elle soit un petit peu jugée par l'opinion publique, pour ensuite que les gens se rendent compte si c'est exact ou pas tout à fait. Je cite, « L'inexactitude se rapporte non pas aux faits ni à la façon dont on les a vérifiés, mais à la manière dont on les a relatés. Et qui seront les auteurs de cette infraction si ce n'est la presse en tant que diffuseur, donc toute la presse ? Or, chaque journal a sa manière de rendre compte des informations conformément à sa ligne éditoriale. C'est-à-dire que les agences de presse donnent les informations et chaque journal, cuisine un petit peu l'information à sa manière, donc il peut y avoir des nuances. Et comment définir l'inexactitude dans un récit? Ce qui déplaît au pouvoir peut-être. À travers cette définition, on s'en prend au récit et non pas aux faits, et c'est extrêmement gênant, relève Roselyne Letteron. On parle également de manichéisme, soit tout est blanc, soit tout est noir. Plus inquiétant encore, le texte chahute nos principes juridiques. Je cite Maître Le Gunéec. Fondamentalement, dans notre droit actuel, la question n'est pas de savoir si une information est vraie ou fausse, mais d'abord si elle porte atteinte à la réputation, à l'intimité de la vie privée, à la présomption d'innocence, etc. Ce manichéisme du vrai et du faux paraît évident à première vue, mais en réalité, pour les juristes, il est impraticable. Fin de citation. Et cela ne manquera pas, une fois encore, de compliquer la tâche du juge qui ne dispose que de 48 heures pour se prononcer sur la véracité ou non de l'information avant de décider de la mesure proportionnée et nécessaire à prendre. Déréférencement du lien vers l'information, retrait du contenu, fermeture du compte ayant contribué à sa diffusion de ce contenu, blocage d'accès à Internet, etc. Je cite, « Cette procédure est impraticable. Elle nécessite un débat sur les imputations litigieux, difficile à avoir en l'absence de l'auteur des propos, pressant Maître Le Gunéec. Le juge ne pourra pas statuer sur la fausseté d'une nouvelle en 48 heures et en absence de l'éditeur du contenu. La procédure visera l'hébergeur ou à défaut le fournisseur d'accès, sauf peut-être pour des faits absurdes dont la fausseté crève les yeux. » Donc vraiment, il est question de passer par le fournisseur d'accès. Si vous donnez des informations qui ne plaisent pas, qui sont contrariantes pour le pouvoir, eh bien on peut vous couper votre liaison Internet. Ce qui me semble très très grave quand même. Parce qu'en France, il n'y a quand même pas des nouvelles complètement rocambolesques qui tournent non plus. C'est vraiment, il y a beaucoup de chercheurs de vérité qui font leur travail. Or, les fake news telles qu'on les a connues pendant la dernière campagne présidentielle en France peuvent être assez élaborées. Il faudra que le demandeur apporte d'emblée au juge la preuve que les propos sont faux, et ce n'est pas simple. On parle également d'une police des médias. Je cite, « Il s'agit d'une extension très nette des pouvoirs du CSA, à la fois sous l'angle du contrôle de la sincérité des scrutins et sous celui de la surveillance des plateformes en ligne, alors qu'historiquement, Internet ne relève pas du CSA, commente Maître Le Gunéec. C'est un vieux débat et une des grandes ambitions du CSA. À travers la surveillance des plateformes en ligne, la proposition de loi fait un discret et assez malheureux pas dans cette direction. » Le député Nouvelle Gauche Hervé Solignac s'en était d'ailleurs indigné lors des débats parlementaires. Je cite, « Lorsque le pouvoir flirte avec l'idée de réguler un contre-pouvoir, le quatrième pouvoir, la presse et la liberté d'expression, c'est l'un des principaux piliers de notre démocratie qui est potentiellement menacé dans sa liberté. De la fausse information au délit d'opinion, il n'y a qu'un pas. Du pouvoir de police confié au CSA à l'instauration d'une police des médias, il n'y a également qu'un pas. » Fin de cet extrait, à plus tard.